L'architecture ancienne n'était pas seulement une question d'abri, c'était une déclaration de guerre contre l'oubli. Dans cette vidéo, nous explorons des chefs-d'œuvre où l'art et la science fusionnent, comme ce temple égyptien qui est littéralement un panneau publicitaire géant gravé dans la falaise. Préparez-vous à voir le monde antique sous un angle totalement nouveau. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, dites-nous dans les commentaires. De quelle ville nous regardez-vous? Allons-y! « 10. Le temple d'Hatchepsout, en Égypte. Sur la rive ouest du Nil, près de Luxor, s'élève le temple funéraire d'Hatchepsout, l'une des réalisations les plus extraordinaires de l'Égypte ancienne. Construit durant le XVe siècle avant l'ère commune, sous le règne de la pharaone Hatshepsout, ce site combine une échelle monumentale avec un design extrêmement raffiné, servant à la fois de déclaration politique et de chef-d'œuvre d'ingénierie. Le temple a été sculpté directement dans les falaises des collines de Thèbes qui servent de toile de fond naturelle dramatique et imposante. Le design est unique parmi les temples égyptiens, présentant une série de 3 terrasses massives reliées par de longues et élégantes rampes. Chaque terrasse est flanquée de colonnades, des rangées de hautes colonnes carrées qui créent une sensation hypnotisante de symétrie et d'ordre. Les murs de soutènement et les rampes du temple ont dû être soigneusement conçus pour supporter le poids immense des colonnades et des toits profonds, garantissant la stabilité contre le flanc de la montagne. L'échelle de ces terrasses, dont certaines mesurent plus de 30 mètres de profondeur, démontre l'incroyable capacité des maîtres d'œuvre de l'époque à organiser la main-d'œuvre et les ressources. Des reliefs sur les murs dépeignent des scènes de la naissance divine d'Hatchepsout, son couronnement et des expéditions commerciales vers le pays de Punt, offrant des registres historiques précieux. Ces inscriptions ont été sculptées avec une précision étonnante, combinant symbolisme religieux et un récit politique qui renforçait la légitimité d'Hatshepsout en tant que femme pharaon. La conception à plusieurs niveaux exigeait non seulement des connaissances avancées en ingénierie, mais aussi une planification artistique minutieuse pour garantir l'harmonie des proportions avec l'environnement naturel. En même temps, la construction a servi d'acte politique d'affirmation du pouvoir dans une société où les femmes dirigeantes étaient d'une rareté absolue. Chaque terrasse a nécessité un travail de base extensif, incluant la construction de grands murs de soutènement. Les rampes processionnelles ont dû être inclinées avec une précision millimétrique pour permettre un mouvement fluide durant les cérémonies, tandis que les colonnades exigeaient une taille de pierre impeccable pour atteindre cette apparence uniforme que nous voyons encore aujourd'hui. Bien que des pharaons ultérieurs aient tenté d'effacer l'héritage d'Hatchepsout, le temple lui-même a résisté courageusement. Des siècles d'intempéries et de dommages l'ont affecté, mais la restauration moderne a révélé son éclat d'origine. Il reste l'un des sites antiques les plus visités d'Égypte et un exemple exceptionnel de la manière dont l'architecture peut unir des objectifs politiques, religieux et d'ingénierie dans un seul projet à couper le souffle. Convenons qu'Hatchepsout était la reine originale du marketing personnel, construisant un monument qui est essentiellement un panneau publicitaire géant disant qu'elle commande tout et garantissant en plus que l'endroit soit si résistant que même ses ennemis les plus envieux n'ont pas réussi à le démolir, prouvant qu'un bon crépi et une dose d'entêtement traversent les millénaires. 9. Le grand bain de Mohenjo-Daro, au Pakistan. Dans les ruines de Mohenjo-Daro, l'un des plus grands établissements de la civilisation de la vallée de l'Indus, se trouve une structure différente de tout ce qui a été trouvé à la même période historique. Connu sous le nom de Grand Bain, il date d'environ 2500 ans avant l'ère commune et est souvent décrit comme l'un des premiers réservoirs d'eau publique connus au monde. Bien qu'à première vue, il puisse sembler n'être qu'une simple piscine de briques, une étude plus attentive révèle le niveau extraordinaire de planification et de compétences de construction nécessaires pour l'ériger. Il mesure environ 12 mètres de long, 7 mètres de large et 2 mètres 40 cm de profondeur, avec des marches à chaque extrémité pour faciliter l'accès. Il a été construit avec des briques cuites finement ajustées et posées dans un mortier de plâtre, un matériau bien plus solide que le simple mortier de boue commun à l'époque. Ce qui impressionne vraiment, c'est que le sol et les murs ont été rendus imperméables par une épaisse couche de bitume, un type de goudron naturel. Cela garantissait que l'eau puisse être retenue sans aucune fuite, une technologie d'étanchéité que beaucoup de plombiers modernes tentent encore de maîtriser.
Autour du bain se trouvent des couloirs à colonnes et de petites salles qui semblent avoir servi à divers usages. Cette conception suggère que le bain n'était pas seulement destiné à l'hygiène personnelle, mais qu'il jouait un rôle cérémoniel ou religieux crucial au sein de la communauté. Contrairement au bain romain ultérieur, qui était axé sur les loisirs et la socialisation, celui-ci semblait plus aligné avec des rituels de purification spirituelle. Ce qui rend le tout encore plus fascinant, ce n'est pas seulement la construction étanche, mais son intégration dans un système urbain beaucoup plus large. Mohenjo-Daro était remarquable pour son tracé de rues en damier et un système de drainage très avancé. L'eau était probablement fournie au bain par un puits et drainée par un système de canaux soigneusement conçus qui se déversaient dans les égouts de la ville. Ce niveau d'intégration indique que les constructeurs pensaient bien au-delà de la structure individuelle, ils considéraient comment elle fonctionnerait au sein de tout l'organisme de la ville. L'utilisation de briques cuites standardisées, ainsi que la technique de construction cohérente, pointent vers une main-d'œuvre et une supervision hautement organisées, ce qui soulève des questions sur la manière dont la civilisation de la vallée de l'Indus gérait des constructions à grande échelle sans laisser de preuves claires de rois ou de dynasties. Contrairement à l'Égypte ou à la Mésopotamie, il n'existe pas de tombes grandioses ou d'inscriptions glorifiant des dirigeants spécifiques. Au lieu de cela, la complexité de structures comme le Grand Bain reflète une société qui valorisait les espaces communautaires et peut-être religieux. Il n'existe aucune inscription définitive ou registre expliquant exactement comment le bain était utilisé ou qui avait la permission d'y entrer. Mais ce qui est clair, c'est que le Grand Bain représente un point culminant de l'ingénierie urbaine primitive. Il a combiné gestion de l'eau, méthode de construction durable et planification civique d'une manière brillante. Aujourd'hui, le Grand Bain est l'un des vestiges les plus emblématiques de la civilisation de la vallée de l'Indus. L'échelle et la durabilité de cet ouvrage, plus de 4000 ans plus tard, montrent à quel point ses premiers constructeurs étaient réellement avancés. Il est impressionnant de penser que, alors que la moitié du monde essayait encore de découvrir comment ne pas habiter dans des grottes humides, ces gens avaient déjà une piscine avec isolation thermique, et un système d'égout meilleur que celui de nombreux quartiers actuels, ce qui nous fait demander si le vrai progrès n'a pas été, en fait, d'inventer le chlore pour ne pas avoir à faire un rituel sacré chaque fois que quelqu'un fait un plongeon. 8. Les grottes de Longmen en Chine. Le long des falaises des deux côtés de la rivière Yi, près de Luoyang, dans la province du Henan, les grottes de Longmen figurent parmi les réalisations les plus extraordinaires de l'architecture chinoise ancienne. Sculpté sur une période de près de 400 ans, de la fin de la dynastie Wei du Nord jusqu'à la dynastie Tang, le site abrite plus de 2300 grottes et niches remplies de plus de 100 000 statues bouddhistes. L'échelle, combinée à la précision technique et artistique nécessaire pour sculpter dans des falaises de calcaire dur, fait de ces grottes l'une des constructions culturelles les plus complexes au monde. Les grottes les plus anciennes, comme celle de Guiyang, ont été commandées par la famille impériale et par des aristocrates. Ces sculptures initiales révèlent des influences de l'art indien et de l'Asie centrale, ce qui reflète le rôle de la route de la soie dans la transmission de la culture bouddhiste. Ce qui rend le site complexe, c'est le nombre de sculptures, mais aussi la variété des tailles et des approches techniques. Les statues varient de quelques centimètres de hauteur à plus de 17 mètres. L'un des exemples les plus célèbres est le Bouddha Vairocana dans la grotte de Fengxian. Il a été commandé par l'empereur Gaozong et l'impératrice Wu Zetian au 7e siècle. Cette statue mesure 17 mètres de haut, avec un visage de plus de 4 mètres de long, et est entourée d'un cortège de bodhisattvas, de disciples et de gardiens. Sculpté dans le calcaire a présenté des défis immenses. Les artisans devaient tailler de grandes sections de roche tout en maintenant sa stabilité. Ils travaillaient souvent sur des échafaudages bien au-dessus de la rivière, et les grottes comprenaient des caractéristiques structurelles telles que des piliers, des poutres et des niches encastrées qui étaient sculptées directement dans la pierre pour répartir le poids et préserver l'intégrité de la falaise. Les inscriptions gravées sur tout le site fournissent des informations inestimables. Plus de 2800 inscriptions documentent les donateurs, les artisans et les mécènes, allant des empereurs aux citoyens ordinaires. L'implication de l'impératrice Wu Zetian, la seule impératrice femme de Chine, dans la commande de certaines des plus grandes statues, montre la dimension politique de ces grottes. D'un point de vue culturel, elles sont complexes non seulement parce qu'elles représentent une fusion d'art, de religion et de politique au fil des siècles,
Mais l'évolution stylistique visible sur le site reflète le changement des goûts dynastiques, des formes allongées et plus abstraites de la dynastie Wei du Nord aux figures naturalistes et robustes de la dynastie Tang. Cette évolution fournit un registre continu de l'art bouddhiste et des pratiques architecturales pendant près de 400 ans. Les grottes représentent des siècles de dévotion, d'ambition impériale et de maîtrise artistique. Aucune personne ou dynastie isolée ne peut revendiquer la paternité totale. Au lieu de cela, les grottes sont le produit d'un effort collectif continu. Aujourd'hui, elles sont l'un des sites antiques les plus visités et étudiés en Chine. Leurs statues et inscriptions continuent de donner un aperçu des compétences techniques des anciens artisans, du rôle du bouddhisme dans la société chinoise et de la sophistication nécessaire pour soutenir l'une des entreprises architecturales les plus ambitieuses de l'histoire. Il est impressionnant de voir comment ils ont réussi à sculpter 100 000 statues sans qu'un seul artisan ne donne un coup de marteau de travers sur le nez d'un Bouddha, ce qui prouve qu'à l'époque, si vous n'aviez pas de patience et des mains fermes, vous seriez probablement rétrogradé à la fonction de porter les seaux d'eau dans la rivière, car le niveau de perfection là-bas est à laisser n'importe quel sculpteur moderne jaloux. 7. Le temple de Borobudur, en Indonésie. Sur l'île de Java s'élève Borobudur. C'est le plus grand temple bouddhiste au monde et l'une des constructions les plus complexes de l'ère ancienne. Construit durant les 8e et 9e siècles de l'ère commune sous la dynastie Sailendra, Borobudur représente une combinaison extraordinaire de symbolisme religieux, d'ingéniosité architecturale et de logistique. Il mesure environ 123 mètres de chaque côté et 35 mètres de haut, couvrant une superficie totale d'environ 2500 mètres carrés. Il est construit sous la forme d'une pyramide à degrés avec 9 plateformes empilées, soit 6 terrasses carrées à la base et 3 circulaires au sommet, culminant en un grand dôme central. Chaque niveau symbolise un stade d'éveil spirituel, commençant par le monde du désir et de l'illusion à la base, s'élevant à travers le monde des formes et culminant dans le monde sans forme au sommet. L'une des caractéristiques les plus remarquables sont les vastes sculptures en bas-relief qui s'étendent sur plus de 5 km de long. Les reliefs dépeignent des scènes des écritures bouddhistes, illustrant la vie du Bouddha et des leçons morales de ses vies passées. Il y a aussi des représentations de la vie quotidienne dans la Java du 8e siècle, incluant des scènes de marchés, de navires, de palais et d'activités agricoles. Les sculptures n'ont pas seulement exigé une habileté artistique immense, mais fonctionnaient comme un outil d'enseignement pour les pèlerins qui circulaient sur chaque terrasse tout en étudiant les reliefs. Les terrasses qui paraissent supérieures sont ornées de 72 stupas en forme de cloche, chacun contenant une statue d'un Bouddha assis. Ces stupas, avec le dôme central, créaient un symbole visuel d'illumination. La répétition et la géométrie des stupas ont exigé une planification minutieuse, garantissant symétrie et stabilité sur toute la structure. Situé dans une région avec de fortes pluies tropicales, le temple avait besoin de protection contre l'érosion et les dommages causés par l'eau. Les constructeurs ont installé un système sophistiqué de gouttières, de becs et de canaux cachés pour diriger l'eau de pluie loin du monument. Sans ces caractéristiques, la structure n'aurait pas survécu intacte pendant plus d'un millénaire. Borobudur a fini par tomber en désuétude, probablement en raison du déclin des royaumes bouddhistes à Java et de l'ascension de l'islam dans la région. Au fil des siècles, il a été enterré sous des couches de cendres volcaniques et de jungle, avant d'être redécouvert au début du 19e siècle par des officiels coloniaux néerlandais. Il a subi plusieurs restaurations majeures, la plus grande à la fin du XXe siècle sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mais aujourd'hui, Borobudur est, bien sûr, un patrimoine mondial. Le fait d'avoir résisté à des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des siècles de négligence ne fait que souligner le génie des constructeurs. Imaginez un peu le travail d'entretien de 5 km de sculpture dans une région où il pleut presque tous les jours. Les ingénieurs anciens devaient être obsédés par le drainage, car construire un temple géant qui fonctionne aussi comme un parapluie de pierre colossale est le summum de l'intelligence pratique. 6. Pétra, en Jordanie. Dans les falaises du sud de la Jordanie se trouve Pétra, l'ancienne cité des Nabatéens, renommée pour son architecture sculptée dans la roche et sa gestion sophistiquée de l'eau. Établie vers le IVe siècle avant l'ère commune, Pétra a prospéré en tant que centre commercial vital reliant l'Arabie, l'Égypte et la Méditerranée. La structure la plus célèbre ici est la Al-Kazner, ou le trésor.
Il s'agit d'une façade sculptée directement dans le grès rouge rosé, s'élevant à plus de 39 mètres de haut. Elle présente un mélange de styles architecturaux hellénistiques et du Proche-Orient, avec des colonnes ornées, des frontons et des sculptures détaillées. Mais le trésor n'est que l'une des centaines de structures sculptées dans toute cette zone, incluant des temples, des tombes, des théâtres et des maisons. La ville est située dans une région désertique avec très peu de pluie, mais les Nabatéens ont réussi à soutenir une population prospère en construisant un système complexe de canaux, citernes, barrages et réservoirs. Certains canaux étaient revêtus de céramique pour éviter les fuites, tandis que des systèmes de trop-plein prévenaient les inondations lors de tempêtes rares mais puissantes. Cette maîtrise du contrôle de l'eau était essentielle à la survie et à la prospérité de Pétra. Le Siq, un défilé étroit de près d'1 kilomètre de long, sert d'entrée principale. Les canaux sculptés le long des murs transportaient autrefois l'eau vers la ville. Au-delà du Siq, Pétra s'ouvre sur une place expansive, des rues bordées de colonnes et des édifices monumentaux qui montrent les traditions locales et les influences étrangères de Grèce, de Rome et d'Égypte. Ce mélange cosmopolite démontre le rôle de Pétra comme carrefour culturel. L'une des plus grandes constructions au sein de Pétra est le monastère, ou Ad-Deir, une façade massive qui mesure 47 mètres de large et 48 mètres de haut. Tout comme le trésor, il a été sculpté directement dans une falaise, mais à une échelle encore plus grande. Pétra possède également un théâtre de 6000 places qui a été sculpté dans la roche, ce qui montre l'adoption de l'architecture publique gréco-romaine. Contrairement à la plupart des théâtres romains construits à partir de blocs de pierre assemblés, le théâtre de Pétra a été taillé entièrement dans la roche, exigeant une excavation précise. Les zones résidentielles et les tombes révèlent encore plus de complexité. Plus de 1000 tombes ont été documentées, beaucoup présentant des façades complexes avec des sculptures détaillées. Ces tombes montrent la richesse et le statut individuel, mais indiquent aussi les pratiques funéraires uniques des Nabatéens, qui mélangeaient coutumes locales et influences hellénistiques. Aujourd'hui, Pétra est reconnue comme patrimoine mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Les archéologues continuent d'étudier ces systèmes d'eau et sa planification urbaine, révélant de nouvelles couches de complexité sur la manière dont les Nabatéens ont construit et entretenu leur ville. L'échelle, l'art et l'adaptabilité restent la preuve d'une civilisation qui a maîtrisé à la fois la nature et les routes commerciales pour créer l'une des constructions antiques les plus remarquables au monde. Il est impressionnant de voir comment ils ont sculpté une ville entière de haut en bas dans la pierre, ce qui est fondamentalement l'équivalent antique d'essayer de dessiner un portrait réaliste en utilisant seulement un marteau-piqueur et beaucoup de patience, sans droit à la gomme, s'il ratait le nez de la statue. 5. Le temple de Karnak. Dans l'ancienne cité de Thèbes, aujourd'hui la Luxor moderne, se trouve le complexe de Karnak. C'est l'une des constructions religieuses les plus vastes et les plus complexes du monde antique. Contrairement aux monuments construits au cours d'une seule vie, Karnak a grandi sur plus de 1500 ans, avec des contributions de pharaons allant du Moyen Empire jusqu'à la période ptolémaïque. Le résultat n'est pas un seul temple, mais une enceinte immense composée de sanctuaires, de chapelles, de pylônes et d'obélisques. Au cœur de Karnak se trouve le temple d'Amon-Ré, la principale divinité de Thébès. Autour de lui se trouvent des enceintes dédiées à Mout et Montou, ainsi que des sanctuaires pour d'autres dieux. La disposition reflète cette dévotion religieuse, mais reflète aussi des siècles d'affirmation politique, à mesure que les souverains successifs agrandissaient le complexe. Une caractéristique incroyable de Karnak est la grande salle hypostyle. Elle a été construite durant les règnes de Séti Ier et Ramsès II, au XIIIe siècle avant l'ère commune. Elle couvre une superficie d'environ 5000 mètres carrés et possède 134 colonnes massives organisées en 16 rangées. Les colonnes centrales atteignent 21 mètres de haut et ont 3,50 cm de diamètre. Créer cette salle a exigé une planification extraordinaire. Les murs et les colonnes sont couverts d'inscriptions hiéroglyphiques et de reliefs, dont beaucoup sont sculptés en creux pour préserver les détails sous la lumière intense du soleil. Toute cette complexité et cette précision s'étendent également à l'utilisation des obélisques ici. Ces hauts piliers de granit, dont certains mesurent ne plus de 21 mètres de haut, ont été extraits à Assouan et transportés sur des centaines de kilomètres jusqu'à Thèbes.
Certains d'entre eux pesaient plus de 300 tonnes et exigeaient des connaissances avancées en ingénierie. Des études suggèrent que des rampes, des traîneaux, des rails lubrifiés et des barges fluviales ont été employés, mais la technique exacte est encore débattue. Ce qui est clair, c'est que placer ces obélisques à la verticale exigeait une planification méticuleuse. En plus de la construction, Karnak exigeait un entretien continu. Les inondations du Nil menaçaient les fondations et des rénovations constantes étaient nécessaires pour le préserver. Des pharaons successifs ont ajouté des pylônes, des chapelles et des statues et démonté souvent des structures antérieures pour réutiliser les matériaux. Ce processus a laissé des couches de multiples périodes visibles dans le même espace. Karnak fonctionnait comme une scène politique où les pharaons affirmaient leur droit divin de gouverner. Des festivals comme la procession d'Opet lièrent le temple à l'autorité de l'État, et l'échelle des projets de construction ici à Karnak servait de démonstration de puissance, exigeant des milliers de travailleurs, des artisans qualifiés et d'énormes ressources mobilisées sur des décennies. Peu de constructions antiques rivalisent avec la combinaison d'échelle et d'intégration symbolique avec la terre et le ciel. Fondamentalement, Karnak a été le plus grand projet de rénovation sans fin de l'histoire, où chaque pharaon qui montait sur le trône voulait construire une extension plus grande que celle de son prédécesseur, transformant l'endroit en un labyrinthe de granit si grand que même les dieux devaient avoir besoin d'une carte pour trouver la sortie. 4. Le Parthénon, en Grèce. Au sommet de l'acropole d'Athènes, achevé en l'an 432 avant l'ère commune, durant l'apogée de l'Empire athénien, le Parthénon demeure l'une des réalisations les plus durables de l'architecture grecque antique. Construit sous la direction de Périclès, il s'agit d'une construction d'une complexité extraordinaire qui équilibre mathématiques, art et ingénierie d'une manière qui continue d'inspirer les architectes de nos jours. Le Parthénon était dédié à Athéna Parthénos, la déesse patronne d'Athènes, et son but était tant religieux que politique, abriter une statue colossale d'or et d'ivoire de la déesse et symboliser la puissance et le leadership d'Athènes dans le monde grec. Structurellement, il suit l'ordre dorique avec un plan rectangulaire, des colonnades de colonnes cannelées et une cella centrale. Cependant, il va bien au-delà de la simple adhésion à ses formes traditionnelles. Ce qui différencie réellement le Parthénon, c'est l'utilisation de raffinements optiques subtils. Les architectes ont incorporé des courbures et des asymétries délibérées pour corriger les distorsions de la vision humaine. Par exemple, le stylobate, qui est la base où reposent les colonnes, n'est pas parfaitement plat, mais se courbe doucement vers le haut, vers le centre, évitant l'illusion que la base s'affaisse. De même, les colonnes ne sont pas parfaitement droites. Elles présentent l'entasis, un léger gonflement vers le milieu, qui transmet une impression de force et d'élasticité. Même les colonnes des coins ont été faites légèrement plus épaisses et placées plus près les unes des autres pour neutraliser l'illusion de faiblesse sur les bords lorsqu'elles sont vues contre le ciel brillant. Tous ces raffinements ont exigé des calculs mathématiques précis et révèlent non seulement une compréhension avancée de la géométrie, mais aussi une appréciation profonde de la manière dont la perception humaine interagit avec l'architecture. Chaque élément du Parthénon fait partie d'un tout soigneusement orchestré, où de petits écarts par rapport à la géométrie rigide créent l'illusion de la perfection absolue. À l'intérieur se trouvait la statue de Phidias, faite d'or et d'ivoire sur une structure en bois d'environ 12 mètres de haut. Bien que la statue n'ait pas survécu, des descriptions anciennes soulignent sa beauté et la sophistication nécessaire pour la construire. Du point de vue de la construction, le Parthénon a été achevé avec une vitesse impressionnante, en moins de 15 ans, impliquant des milliers de travailleurs, incluant des tailleurs de pierre, des sculpteurs et des métallurgistes, tous coordonnés dans un système hautement structuré. Malgré les dommages au fil des siècles, depuis sa conversion en église puis en mosquée jusqu'à l'explosion catastrophique en 1687, lorsqu'il a été utilisé comme dépôt de poudre ottoman, le Parthénon tient toujours debout. Il est simultanément un chef-d'œuvre mathématique, un monument religieux et une déclaration politique. Il est ironique de penser que les Grecs anciens ont créé la perfection visuelle en tordant les lignes exprès, ce qui prouve que, parfois, pour que les choses paraissent justes, il faut être un peu malhonnête avec la règle, chose que quiconque a déjà essayé de suspendre un cadre droit au mur comprendra parfaitement. 3. Les grottes d'Ajanta, en Inde.
Sculptées dans un défilé en forme de fer à cheval le long de la rivière Waora, dans le Maharashtra, se trouvent les grottes d'Ajanta. Créées entre le IIe siècle avant l'ère commune et le VIe siècle de l'ère commune, ce complexe de 30 grottes creusées dans la roche est l'un des exemples les plus extraordinaires de construction antique. Le site a été redécouvert en 1819 par un officier britannique lors d'une chasse au tigre, mais à son apogée, il fut l'un des centres bouddhistes les plus importants de culte et d'apprentissage en Inde. La première chose qui rend le tout si complexe est l'acte même de tailler la roche. Les travailleurs ont dû commencer par de la roche volcanique solide et retirer des volumes énormes de pierre pour créer ces salles, colonnes et sanctuaires. Contrairement à l'architecture conventionnelle, où l'on empile des blocs, ici, il n'y avait aucune marge d'erreur. Si une colonne était placée au mauvais endroit ou si le plafond était taillé trop finement, toute la chambre pouvait s'effondrer. Pour éviter cela, les maîtres d'œuvre travaillaient avec des plans détaillés, progressant de haut en bas pour garantir que les plafonds et les voûtes soient à peu près avant les sections inférieures. Les salles chaitya, espaces allongés utilisés pour le culte congrégationnel, sont parmi les plus impressionnantes. Les grottes 9, 10, 19 et 26 possèdent des façades sculptées ornées de sculptures élaborées, incluant des fenêtres en forme de fer à cheval qui permettent l'entrée d'une lumière filtrée. Au fond de chaque salle se trouve un petit stupa, le centre symbolique de la dévotion. La grotte 26, par exemple, s'étend sur 36 mètres de long et contient un stupa richement décoré, couronné par un Bouddha assis. Créer des espaces aussi vastes entièrement à partir du basalte a exigé non seulement des milliers d'heures de travail, mais aussi la maîtrise de l'acoustique et de l'éclairage, car ces salles étaient peut-être conçues pour les chants et les rituels. Les viharas, ou résidences monastiques, présentent un autre type de complexité. Ce sont des salles carrées ou rectangulaires bordées de petites cellules, chacune sculptée avec des bancs de pierre qui servaient de lit aux moines. L'intégration de ces logements avec les espaces dévotionnels montre comment les grottes fonctionnaient comme un complexe spirituel et résidentiel complet. Du point de vue de l'ingénierie, assurer la ventilation et le drainage était crucial. Les constructeurs ont dû couper des ouvertures stratégiquement pour permettre le flux d'air et des canaux pour diriger l'eau de pluie. La grotte 1 contient la célèbre peinture murale du Bodhisattva Padmapani, tenant un lotus, dont l'expression sereine démontre l'habileté extraordinaire des peintres de l'époque. Quant à la grotte 17, elle possède un cycle de peinture murale complexe dépeignant des contes Jataka sur la compassion de Bouddha. Des canaux ont dû être sculptés sur la face de la falaise pour détourner l'eau de pluie des entrées, évitant inondation et érosion. L'emplacement des grottes dans un défilé semi-circulaire permettait l'entrée de la lumière naturelle, tandis que la roche offrait une isolation contre la chaleur intense. Préserver tout cela reste un défi, car les peintures sont vulnérables à l'humidité et à la lumière, exigeant un suivi constant. Ajanta prouve que l'effort humain et la patience peuvent transformer une montagne brute en un environnement de paix et d'enseignement. C'est le type d'ouvrage qui vous fait vous sentir mal de vous plaindre du montage d'un meuble de bureau, car ces moines ont littéralement creusé leurs propres maisons et églises au marteau et au ciseau, garantissant que la climatisation naturelle de la roche fonctionne pendant plus de 1500 ans sans avoir besoin de changer le filtre. 2. Le temple de Kailasa à Ellora, en Inde. Parmi les monuments excavés dans la roche d'Ellora, dans le Maharashtra, le temple de Kailasa émerge comme l'exemple le plus extraordinaire de construction antique jamais enregistré. Construit durant le 8e siècle, sous le règne du roi Krishna Ier de la dynastie Rashtrakuta, le temple est dédié au seigneur Shiva et représente une réalisation foudroyante. Contrairement à la plupart des grands temples qui ont été érigés par l'assemblage de pierres extraites de carrières, le Kailasa a été sculpté entièrement à partir d'une seule et massive falaise de basalte. Il couvre une superficie d'environ 2000 mètres carrés et s'élève à 32 mètres de haut. Pour le créer, les travailleurs ont dû retirer une estimation de 200 000 tonnes de roches, sculptant de haut en bas, depuis le sommet de la falaise, au lieu de construire de bas en haut. Le résultat final est une structure indépendante, complète, avec des murs, des piliers et des sanctuaires richement sculptés. Autour du complexe central, il existe des galeries, des sanctuaires plus petits et des sculptures élaborées qui semblent prendre vie. Les sculptures sont exécutées avec un détail impressionnant, montrant une maîtrise technique absolue. Éléphants,
Lions, divinités et scènes mythologiques sont rendus directement dans le basalte, conférant au temple une unité structurelle et décorative sans pareille. Du point de vue de la construction, cette méthode de sculpture vers le bas exigeait non seulement des connaissances techniques, mais une capacité extraordinaire à visualiser la structure finale en 3 dimensions avant même que le travail ne commence, car il n'y avait aucun moyen de recoller un morceau de roche si quelqu'un se trompait. Cela exigeait aussi une coordination impeccable entre de grands groupes de travailleurs, car l'excavation devait être soigneusement mise en scène pour éviter de déstabiliser l'ensemble du monument. Il fut, et est toujours, un complexe de temples fonctionnels, utilisé pour des rituels religieux et des cérémonies. Sa résistance sur plus de 1000 ans d'histoire, survivant aux changements politiques et même aux attaques, témoigne directement de la durabilité extrême de sa construction. Aujourd'hui, le temple de Kailasa est reconnu comme l'un des plus grands monuments sculptés dans la roche au monde, prouvant que les anciens ingénieurs ne maîtrisaient pas seulement la pierre, mais possédaient une patience qui fait paraître n'importe quelle rénovation moderne comme un jeu d'enfant. Imaginez un peu le niveau de stress de l'architecte en chef, sachant que si quelqu'un cassait une colonne importante, on ne pouvait pas en demander une autre au magasin. C'était fondamentalement le projet de sculpture unique, le plus risqué et le plus réussi de l'humanité. 1. La grande pyramide de Gizeh en Égypte. Au bord du plateau de Gizeh, près du Caire, s'élève l'une des constructions les plus extraordinaires de tous les temps, la grande pyramide de Khéops. Construite durant la 4e dynastie d'Égypte, vers 2560 avant l'ère commune, cette structure fut le monument le plus haut construit par l'homme sur Terre pendant près de 4000 ans et demeure le seul membre survivant des 7 merveilles originales du monde antique. Même avec des outils modernes, recréer une telle chose serait une tâche redoutable. Le fait qu'elle ait été construite il y a plus de 4500 ans, sans outils en fer ni véhicules à roues, en fait l'une des réalisations les plus impressionnantes de notre espèce. La pyramide a été érigée comme le tombeau du pharaon Khéops, et sa base couvre environ 13 acres, avec chaque côté mesurant originellement environ 230 mètres de long. La hauteur originelle de 146 mètres la rendait plus haute que n'importe quel autre édifice jusqu'à la période médiévale. Des estimations suggèrent qu'environ 2 300 000 blocs de calcaire et de granit ont été utilisés, avec un poids moyen de 2,5 tonnes chacun. Cependant, certaines des poutres de granit à l'intérieur pèsent jusqu'à 70 ou 80 tonnes. Comment ces pierres ont été extraites, transportées et mises en place reste l'un des plus grands casse-têtes de l'ingénierie de l'Antiquité. Le noyau de la pyramide a été construit avec du calcaire de carrière, tandis que le revêtement extérieur, qui s'est en grande partie perdu, était fait de calcaire blanc fin venant de Toura, de l'autre côté du Nil. Ces pierres de revêtement étaient polies jusqu'à devenir lisses et ajustées avec une telle précision que le monument devait briller intensément sous le soleil du désert, visible à des kilomètres à la ronde comme un phare de puissance. Le design intérieur est également remarquable. Contrairement à beaucoup de pyramides qui contiennent une seule chambre funéraire, celle de Khéops présente une série de passages et de chambres à différents niveaux. La chambre la plus haute et la plus impressionnante est celle du roi, construite entièrement de blocs de granit rouge, mesurant 10 mètres par 5 mètres et surmontée d'un plafond plat de poutres de granit massives. Menant à elle se trouve la grande galerie, un passage ascendant de 47 mètres de long avec des murs en encorbellement qui montent en une courbe étroite. Les côtés de la pyramide sont alignés presque exactement avec les directions cardinales, avec une erreur de moins de 0,05 degrés, et la base est presque parfaitement nivelée. Des fouilles ont révélé des villages de travailleurs, des boulangeries et des brasseries, suggérant qu'une force de travail rotative de 20 à 30 000 ouvriers qualifiés et agriculteurs a été organisée en équipe. La grande pyramide de Gizeh est complexe non seulement par sa taille, mais par l'intégration des mathématiques, de l'ingénierie, de la logistique et de l'astronomie dans un seul monument qui a exigé une planification visionnaire et une exécution impeccable. Il est à penser que le pharaon Khéops devait être ce genre de client exigeant qui demandait de changer le projet à la dernière minute, mais dans ce cas, les architectes ont pris trop au sérieux le concept de faire quelque chose pour durer, car le bâtiment est là, ferme et solide, alors que l'extension que j'ai faite chez moi a déjà des infiltrations. Ces bâtisseurs étaient-ils des génies ou des géants? Abonnez-vous, cliquez sur le j'aime et activez les notifications pour la suite. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuez l'aventure avec les vidéos à l'écran et à bientôt.